Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur ITV. 9 décisions majeures à l'issue du Conseil présidentiel sur l'emploi des jeunes. Dès le mois de mai va démarrer le programme d'urgence dédié des assurances également sur les récentes manifestations. Elles ne se reproduiront plus jamais selon Macky Sall. Et dans quelques jours, la fête du travail, un 1er mai sans défilé ni folklore. Le chef de l'État va seulement recevoir les centrales syndicales pour les cahiers de doléances. Leur sort scellé, toutes les personnes impliquées dans l'affaire des médicaments saisis à la Padoue placés sous mandat de dépôt. Le juge du 8e cabinet a ainsi suivi à la lettre le réquisitoire du parquet. Tout de suite le développement. Rendons-nous sans plus attendre au Centre international de conférence Abdou Diouf où vient de s'achever le Conseil présidentiel sur l'emploi des jeunes. 9 décisions majeures ont été prises par le chef de l'État Macky Sall, dont la première est la validation du programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion, un investissement de 450 milliards de francs CFA. Et nous retrouvons Papa Lunsar, notre reporter qui suit justement ce conseil depuis ce matin. Bonsoir, Papa Lunsar. Bonsoir Adama Nouchkaba, bonsoir à tous. Oui, ce conseil présidentiel a duré le temps du jeûne de 10h jusqu'à 19h. Le président de la République a fait face aux jeunes, les jeunes qui ont aujourd'hui distillé leur mécontentement, leur espoir, leur souhait pour ce conseil présidentiel qui a pour objectif de doter de l'emploi aux jeunes. Ce qu'il faut noter ce matin, c'est d'abord le discours d'inauguration du président de la République qui a commencé d'abord par ses promesses, des promesses qui ont été faites lors de ces messages du 8 mars, mais également du 3 avril, la veille de la fête de l'indépendance. 450 milliards sur 3 ans pour aider les jeunes, 80 milliards pour 65 000 emplois dès le mois de mai. Mais aujourd'hui, dans ce conseil présidentiel également, il y a eu l'intervention des 14 représentants qui sont issus des 14 régions avec des demandes qui sont différentes, mais qui peuvent converger sur l'emploi. L'emploi aujourd'hui, c'est le maître mot de ce conseil présidentiel. Pour le soir, le ministre des Finances, Amadou Hott, a présenté ce qu'on appelle le programme d'urgence d'insertion socio-économique des jeunes, un programme d'urgence qui coûte 440, plus de 450 milliards de francs CFA pour environ plus de 180 000 emplois, un programme validé aujourd'hui par le président de la République pour son discours de clôture, le recrutement de 65 000 jeunes, également pour 80 milliards, le recrutement qui sera basé selon le gouvernement sur les différentes potentialités des régions, sur l'équité et pas que ces emplois-là portent les couleurs du gouvernement ou bien du parti de la République, des recrutements qui seront tout simplement équitables et destinés aux jeunes. Ce qu'on peut dire dans ce conseil présidentiel, c'est que 10 propositions ont été approuvées par le président de la République qui veut accélérer la cadence, comme d'ailleurs cette expression qui est sur les visuels NABAR, que ce soit rapide, le fast track aujourd'hui pour les ministères, mais également pour les agences qui sont destinées à donner de l'emploi aux jeunes au Sénégal. Merci beaucoup, Papa Lunsar et Moussa Fall. Vous l'avez dit, une journée entière consacrée aux jeunes, à leurs attentes, mais aussi à leurs besoins. Macky Sall a de nouveau tendu la main à sa jeunesse, mais aussi au secteur privé national dans les programmes futurs de l'emploi et l'insertion professionnelle. Regardez. J'encourage le secteur privé, ici présent, qui prendra certainement après le gouvernement des engagements, parce que nous le savons, la création d'emplois relève d'abord du secteur privé. Et nous sommes prêts à travailler la main dans la main avec le patronat pour que la création d'emplois des jeunes soit aussi le fait surtout du privé. Donc, je les encourage, secteur privé, à soutenir davantage la formation duale école-entreprise pour donner aux jeunes la chance du débutant et les aider à mieux préparer la vie professionnelle. Le monde réel n'est pas toujours tel qu'on le perçoit à l'école. Un cours dans un établissement d'enseignement est une accumulation de connaissances
certes méritoire, mais un stage en milieu professionnel est une leçon de vie indispensable. On n'en parle pas souvent, mais des parents vivent quand même mal ces situations. Voir son enfant diplômé ou pas au chômage n'est pas facile à accepter. Témoignage et confidence dans ce reportage signé Aïssatou Kane. Le cœur meurtri, c'est le sentiment qui habite ce parent d'élève face à ses enfants désœuvrés. Investir dans les études de ses enfants pour les voir rester à la maison est difficilement concevable. Très mal au cœur quand tu laisses deux enfants, ton aîné ou son petit frère à la maison qui ne font rien, ou ta fille qui ne fait rien du tout. Mais ça fait mal, parce que la relève, c'est eux. Si tu n'as pas de relève alors que le papa est à la retraite, c'est difficile. C'est difficile de vivre cette situation. Selon le premier adjoint au maire, le manque d'emploi démoralise tous les parents. Il faudrait promouvoir l'enseignement professionnel et technique, privilégier les universités, des métiers. Essayer, au-delà même de ces emplois de bureau, de créer de l'emploi au niveau de tous les secteurs. Le secteur agricole, le secteur tertiaire, tous ces secteurs-là doivent quand même trouver des moyens d'insertion pour les jeunes. Et souvent, beaucoup de jeunes qui ne peuvent pas patienter vivent dans des activités quand même qui ne sont pas souhaitées par les parents. Youssouf a un enfant qui poursuit ses études au Canada. Loin d'être un choix, il investit pour espérer son retour au pays avec un projet de développement. Pour lui, je sais qu'il veut revenir et moi je veux qu'il revienne. Pourquoi il veut revenir? Parce que c'est à nous de développer notre pays. Ce ne sont pas les Européens ni les Asiatiques qui vont développer ces pays-là. Nous avons des gosses qui ont acquis des connaissances et qui doivent pouvoir les traduire en actes ici au niveau de notre pays. Moi je crois que, il m'a dit papa, il m'a dit que je reviendrai au Sénégal quand j'aurai fini d'étudier. Je viendrai avec des partenaires pour créer quelque chose au Sénégal. Ce jeudi 22 avril se tient le Conseil présidentiel sur le financement de l'emploi des jeunes à Diamniadio. Les parents espèrent que les réflexions porteront leurs fruits et répondront aux attentes. Et parlons justement d'espoir. Ceux qui ont du travail ont aussi des attentes par rapport à ce conseil présidentiel. Dans l'artisanat, par exemple, des acteurs réclament une réorganisation générale du secteur informel. Gordiouf pour les détails. Dembatine est un apprenti mécanicien. Il est concentré sur son travail. Dans son garage mécanique, il répare un moteur. L'apprenti explique pourquoi il a choisi ce métier. Extrait. J'ai choisi ce métier parce que j'ai deux grands frères diplômés à la maison qui n'ont pas de travail jusqu'à présent. Sur le même site, Biram Diop, chef de garage, est certain que les spécialistes de l'automobile sont ignorés des politiques publiques. Tout ce qu'ils reçoivent, ce sont des fausses promesses. Nous avons tenté plusieurs fois de nous organiser pour avoir un financement, mais toutes les tentatives sont restées vaines. Les menuisiers, ébénistes, autres acteurs royalement oubliés, ils invitent l'État à les soutenir. Bon, employés des jeunes, ainsi de suite, affaires de. Nous voulons vraiment que l'État pense à notre secteur. Il faut que l'État prenne des mesures pour stopper l'importation et nous permettre de travailler convenablement parce que nous sommes capables de confectionner ces mêmes meubles importés. Les artisans sénégalais, acteurs du secteur informel, demandent tous une inclusion dans les programmes de soutien initiés par l'État à l'issue du Conseil présidentiel sur l'emploi. L'emploi célébré tous les 1er mai, mais cette année il n'y aura pas de défilé, mais les centrales syndicales sont invitées au palais pour déposer les cahiers de doléances. Et à ce propos, le ministre du Travail fait savoir que les doléances de 2019 seront traitées cette année sans Bassi avec Alassane Samba Diop. En réalité, nous nous sommes déjà attachés à l'exécution de cette directive parce que, comme vous le savez,
de manière récurrente à la veille de tous les 1er mai, on fait le point par rapport à l'état de traitement des doléances de l'année d'avant. Il se trouve que pour 2020, il n'y avait pas eu de dépôt de cahier de doléances, mais néanmoins, il y avait quand même les cahiers de doléances de 2019. Nous avions fait le point par rapport à cela, mais puisque les revendications sont traitées de manière dynamique, nous nous sommes attelés avec les départements ministériels, mais également le patronat et les organisations syndicales, à voir quelles étaient les évolutions qu'on pouvait constater. C'est déjà fait et le rapport est en train d'être élaboré. Et pour le 1er mai, quelles sont les grandes lignes? Pour ce 1er mai, les centrales syndicales ont décidé, compte tenu du contexte, de ne pas défiler et évidemment d'aller à la rencontre de M. le Président de la République pour déposer leur cahier de doléances. Ce sera fait le 1er mai, Inch'Allah, et les dispositions vont être prises pour qu'il soit reçu et qu'il y ait un dialogue direct entre le chef de l'État et les travailleurs. Toujours sur l'emploi, et c'est pour d'ailleurs clore le chapitre, les femmes mareyeurs du port autonome de Dakar viennent d'obtenir un financement de l'ADER estimé à 50 millions de francs CFA. Leurs conditions de travail seront également améliorées. Les précisions de Mamadou Dian avec Seydina Mbaye. Les conditions de travail des femmes mareyeurs du port autonome de Dakar sont améliorées grâce à un partenariat entre le port et l'ADER. Ces femmes obtiennent des équipements ainsi qu'un financement. Et nous allons mettre 50 millions à la disposition des dames, Fatfoy et toute son équipe, pour que dans 6 mois, on passe à 750 millions, dans un an à 1,5 milliard de francs CFA. C'est en plus des 38 congélateurs que nous allons réceptionner tout à l'heure pour une valeur globale de 11 800 000 francs CFA déjà acquis, vendés sur place. L'ADER a décaissé 11 800 000 francs CFA pour 35 frigos. La direction générale du port salue un partenariat qu'il compte pérenniser. Le président de la République, le président Macky Sall, a décidé de créer l'ADER, une structure beaucoup plus adaptée que le secteur bancaire officiel pour financer le secteur informel. Et je crois que depuis lors, M. Sarr est en train de faire un travail extraordinaire qui mérite le soutien de tout le pays, qui mérite le soutien de tous ceux qui ont bénéficié de ce financement. Au-delà de ces équipements, la délégation générale en entrepreneuriat rapide octroie 50 millions francs CFA de financement en nanocrédit aux femmes mareyeurs. Cette cérémonie de réception a été une occasion pour l'ADER et le port de procéder à la pose de la première pierre d'une fabrique de glace. L'actualité de ce jeudi nous emmène au palais de justice de Dakar. Ici pour parler de l'affaire des médicaments saisis récemment à la Padoue. Les mises en cause ont tous été placées sous mandat de dépôt pour les faits d'association de malfaiteurs, exercice illégal d'une profession réglementée, mise en danger de la vie d'autrui et blanchiment de capitaux. La défense réfute ces accusations et voici Maître Aboubakri Barrow. Alors, le juge d'instruction a retenu les chefs d'association de malfaiteurs de mise en danger de la vie d'autrui, d'exercice illégal d'une profession réglementée ainsi que de blanchiment de capitaux. La défense estime que ces chefs d'inculpation ne sont pas fondés. C'est une litanie d'infractions qui ne sont pas du tout fondées dans la mesure où nous avons eu à expliquer et à démontrer, preuve à l'appui, je veux dire documents à l'appui, que les produits dont il s'agit ne sont pas des médicaments, c'est juste des dispositifs médicaux. Et d'ailleurs, la société Daïko a reçu l'autorisation et la validation par la direction de la pharmacie et des médicaments de pouvoir mettre en vente ces produits-là. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui les faits pour lesquels ils sont poursuivis soient établis, d'autant plus qu'il n'y a pas un expert au nom de l'art qui puisse dire avec exactitude que les produits sont des pharmacies, sont des médicaments. Loin s'en faut, il s'agit de dispositifs médicaux constitués de gel, de masques chirurgicaux ainsi que de gants, entre autres. Alors, je suis formel, il n'y a pas de médicaments, donc nous ne comprenons pas cette décision. De toutes les façons, nous allons démonter l'accusation, nous comptons démonter l'accusation.
au cours de l'instruction. Le juge, fort heureusement, enquête à charge et à décharge. Et là, nous sommes convaincus qu'il va enquêter surtout à décharge parce qu'il n'y aura pas de preuves. Vous avez été nombreux à partager cette photo, une image, 1000 mots, une poignée de main qui a ému tout un peuple, un symbole fort de la cohésion sociale et du dialogue islamo-chrétien au Sénégal. De jeunes chrétiens ont organisé un dogu pour tous en guise de solidarité en cette période de Ramadan. C'était hier au rond-point Liberté 6. Youssouf Konté et Cher Diop nous racontent ces moments pleins de patriotisme. Quelques heures avant la rupture du jeûne, l'école élémentaire Dieuppeul Derklé est envahie par des musulmans et des chrétiens. Certains s'affairent aux préparatifs pour l'Ondogo. À 19h, ils investissent les rues de Liberté 6 pour offrir des Ndogo à des Sénégalais, un geste hautement magnifié par ces citoyens. Aujourd'hui, ce sont des chrétiens qui m'ont donné mon ndogu et je suis très content. Pas pour la nourriture, mais c'est l'acte qui est symbolique. Cela prouve encore une fois que nous sommes tous les mêmes. Cela montre vraiment la cohésion et la paix qui existent dans ce pays. Regardez-moi ça. Je vends des dattes et des chrétiens me donnent de quoi rompre mon jeûne et c'est vraiment magnifique. On ne peut que féliciter nos frères chrétiens qui ont eu cette belle idée, une initiative de nous offrir des ndogu et c'est très salutaire. Le dialogue islamo-chrétien a encore montré son existence au Sénégal. Pourtant, tout serait parti d'une plaisanterie sur Facebook. Pendant le carême, donc, les musulmans sont allés à Seras voir un certain Boubacar qui fait des choses extraordinaires, qui cuisine très bien. Et ils ont pris les photos de la viande et autres qu'ils ont mis dans le groupe. En train de nous taquiner, de nous charrier un peu. Et après, c'est là où on s'est dit, il n'y a pas de souci, on va gérer nos 40 jours. Après les 40 jours, maintenant, c'est là où on s'est dit, on va faire une remontada. Donc, on va aussi, nous aussi, aller à Seras voir Boubacar et faire de même. Donc c'est là où on a demandé le numéro de Boubacar, les gens ont commencé à mettre des plats dans le groupe, surtout aux heures pénibles, 14h, 15h. Et là, les gens ont commencé à rire, vraiment l'ambiance était top. Et puis ils se sont cotisés, cotisations qui leur ont permis d'organiser son ndogu avec plus de 2500 sandwichs. À travers ce geste, ces membres du groupe Facebook Let's Go Sortir au Sénégal veulent magnifier le dialogue islamo-chrétien qui est une réalité au Sénégal. Et c'est le Sénégal qu'on aime. Et nous restons justement aux alentours. Liberté 6 face aux vives contestations. Le marché Liberté 6 sera finalement démoli à la fin du Ramadan. Et c'est pour permettre aux commerçants de mieux préparer le déménagement. Le maire de la SICAP Liberté Santi-Agne revient ici au micro de Ngor Diouf sur les conclusions des médiations. Nous avons répondu favorablement le temps que le Ramadan se termine. Au-delà du Ramadan, les mêmes procédures reprendront et nous démolirons le marché pour le reconstruire. D'autant plus que les raisons pour lesquelles nous avons décidé de démolir sont toujours pendantes. Le marché a été mal construit. Le plan béton n'a pas été respecté. Depuis 2019, nous avons pris un arrêté de mise en péril de ce marché. Nous avons discuté pendant 2 ans avec les commerçants. Et aujourd'hui, il est temps de travailler, de le démolir avant qu'il ne s'effondre. D'autant plus qu'il y a des cantines qui se sont effondrées. L'année dernière, nous avons cassé 14 cantines. Donc aujourd'hui, il s'agit, après avoir terminé toutes les procédures, de démolir, de construire et de reloger gratuitement ceux qui ont actuellement une cantine. Les propriétaires de cantines seront relogés, s'il vous plaît. Une autre date à retenir, celle de la FIARA, la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales. C'est prévu du 20 mai au 8 juin en tenant compte des restrictions dictées par la pandémie de Covid-19. Plus de détails avec le président de la FIARA, Pape Abdoufal, sur ITV. En effet, elle est l'aboutissement de 21 ans de pratiques et de réflexions soutenues pour mettre en chantier et conduire un événement aussi important
et porteur d'espoir que la FIARA, une foire d'intégration sous-régionale des peuples et des économies rurales et agricoles, et dont la spécificité est qu'elle est conçue par et pour les producteurs au profit des exploitations familiales. Aujourd'hui, les organisateurs se penchent particulièrement sur l'emploi des jeunes dans le développement local, durable, d'où le thème général de cette édition, rester ici, travailler ici et réussir ici. Un slogan porteur d'espoir des jeunes du CNCR face aux enjeux et aux défis de l'émigration. La 21e édition de la FIARA connaîtra d'importantes innovations que la FIARA est en train d'étudier avec ses partenaires. En raison du contexte sécuritaire et sanitaire difficile qui sévit dans le monde suite à la pandémie Covid-19, il devient impératif de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'aider les participants et les visiteurs à prendre part dans les meilleures conditions possibles à la FIARA et dans le respect strict des mesures sanitaires en vigueur dans notre pays. Et voilà, c'était l'essentiel de l'actualité de ce jeudi. Merci d'avoir été avec nous. Un merci également à toute l'équipe de la régie et bonne suite des programmes sur ITV. Bonsoir à tous.